la présentation donc de la page de couverture d'un livre qui nous ramène à Jean-Luc Nancy, donc le philosophe dont nous avions pu parler par rapport à l'approche de la démarche de Simon Antaï, donc il y a quelques semaines de cela. Ce philosophe, Jean-Luc Nancy, a la particularité de s'intéresser à différentes manifestations artistiques. Il a beaucoup écrit sur la peinture, sur le dessin, tout en ayant en même temps le souhait d'un dialogue avec les artistes de son époque. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas isolé dans une approche d'un art qui appartiendrait au passé, mais son œil, sa sensibilité se forge aussi dans l'échange avec les problématiques artistiques contemporaines. Et il y a un élément qui intéresse énormément Jean-Luc Nancy, c'est l'image. J'aurais aimé pouvoir partir de ce livre au fond des images, mais malheureusement, c'est un livre qui est épuisé. Donc, j'ai quelques petits propos collectés à travers certains sites internet où d'autres personnes parlent de la particularité de sa réflexion. Et j'en viendrai alors à faire mention d'un autre livre qui nous conduira donc au tableau que je vous avais mis sous les yeux. Mais peut-être vous faire découvrir certaines petites phrases qui en même temps sont formulées de manière extrêmement simple. Donc, le philosophe, qui est Jean-Luc Nancy, porte intérêt à la présence de l'image. Donc, je me suis permise de mettre présence de l'image en orangé pour que ça apparaisse bien, parce que c'est vraiment une question essentielle de sa réflexion philosophique. L'image, donc, est présente dans le propos artistique, quelle que soit d'ailleurs la forme de l'approche artistique, qu'il s'agisse de la peinture, il s'agisse de la photo, qu'il s'agisse, je ne sais pas moi, du cinéma, de la danse. Même quand on sort de ces manifestations, l'image peut naître par l'écoute d'une pièce musicale, par exemple, ou par rapport à la lecture d'un texte. Une image peut émerger, peut se forger. Donc, si vous voulez, l'image est considérée dans une dimension extrêmement large. Et cette présence de l'image, Jean-Luc Nancy dit qu'il la distingue de la présence immédiate des choses, ainsi que de l'imitation des choses. Donc, si je m'arrête simplement là, je prends un exemple extrêmement concret. J'ai un dessinateur avec devant lui un modèle. L'image que met en œuvre le dessinateur n'est pas la même chose, n'est pas du même ordre que la présence du modèle. L'être là, si vous voulez, je m'associe à une dimension humaine, l'être là, mais je pourrais être avec, je ne sais pas moi, un bocal et des poissons rouges, je trace, je dessine, je mets en œuvre l'image du bocal avec les poissons rouges, c'est aussi l'être là. Donc, si vous voulez, il y a la réalité de la chose, et puis, il y a l'image. Et Jean-Luc Nancy parle donc de la présence de l'image pour elle-même, qui n'a rien à voir, qui n'est pas du même ordre que la présence de l'objet ou de l'être. Et ce qui l'intéresse aussi, quand il est face à l'image, c'est qu'il ne considère pas l'image comme étant l'imitation de la chose. L'image, la présence de l'image, c'est autre chose. Donc, ce qui est intéressant de garder à l'esprit, c'est de ne pas chercher à tout prix à établir le lien de ressemblance entre ce qui est tracé, ce qui constitue l'image, et ce qui serait à l'origine de cette image. Vous avez la présence de l'image, d'une part, vous avez la présence de la chose ou de l'homme ou de l'être, d'autre part, et l'image ne cherche pas à être de l'ordre de l'imitation. Ça veut dire que déjà dans cette petite phrase formulée ici, dans, je veux dire, un ensemble de mots très simples, Jean-Luc Nancy
re-questionne une dimension importante de l'histoire de l'art, de la philosophie, donc de l'esthétique dans le monde occidental, c'est cette fameuse notion de la mimésis, où on est depuis très longtemps avec cette idée que l'art est une représentation du réel. L'art se fait imitation du réel. Et lorsque l'on se trouve devant une proposition artistique, avant tout, surtout au début, quand on commence à lire l'art, on cherche à comprendre cette relation avec le réel et souvent, on est extrêmement intéressé quand la représentation est très ressemblante. Donc, Jean-Luc Nancy met de côté cette dimension-là. L'image n'est pas faite pour ça. L'image n'a pas pour rôle d'imiter les choses. Donc, telle est l'image. Il lui faut être détachée, mise dehors et devant les yeux. Il lui faut être différente de la chose. L'image est une chose qui n'est pas la chose elle-même. Donc, l'image est une présence qui n'est pas égale à la présence de l'objet ou de l'être qui est là en même temps. Donc ça, c'est un élément avec lequel on doit partir au départ de la lecture. C'est cette importance qu'il accorde à la présence de l'image qui doit être considérée pour elle-même et pas du tout dans un rapport à quelque chose qui est extérieur à elle. Donc, je pense que c'est formulé de manière assez claire. Il continue en disant, donc, l'image évacue, met de côté l'équivalence entre représentation et simulacre. L'image ne représente pas, l'image ne simule pas quelque chose. Elle existe pour elle-même, elle offre une présence particulière. Elle continue en disant, l'image doit être imaginée. Donc, quand nous nous trouvons devant l'image, soit en étant le concepteur de l'image, soit en étant le récepteur de l'image, face à l'image, notre imagination est enclenchée, l'image doit être imagée. C'est-à-dire qu'elle doit extraire de son absence l'unité de force que la chose simplement posée là ne présente pas. Donc, l'image qui existe dans une présence particulière parle, traduit quelque chose qui n'est pas là, puisqu'elle a imaginé la chose. Mais elle garde, si vous voulez, elle a cette caractéristique de traduire, de s'approprier ce qui fait l'unité de force. Que la chose qui serait là ne présente pas. Donc l'image n'est pas égale à la chose, l'image n'est pas ressemblante à la chose, l'image nous donne une présence qui cherche cette unité de force, donc qui traduit quelque chose qui est comme au-delà de la chose elle-même. C'est comme si l'image, par exemple, opérait une synthèse de la chose. J'essaye de le dire de multiples façons. Sinon, quel serait l'intérêt de considérer l'image si elle était similaire à la chose? Autant aller vers la chose, si vous voulez. La chose serait plus vraie que l'image. Or, l'image offre une perception différente, donne une présence différente de la chose qui serait réellement là. Elle va essayer d'en saisir l'unité de force. Donc, l'image donne à voir la chose qui n'est pas là, puisque la chose réelle
elle est d'un côté, et l'image, c'est une transposition qui sollicite notre imaginaire, qui donne une dimension de présence différente, tout en montrant la chose qui n'est pas là. Donc, notre imagination n'est pas la faculté de représenter quelque chose en son absence. L'imagination, c'est la force de tirer de l'absence la forme de la présence, c'est-à-dire la force du se présenter. Donc, c'est subtil, mais c'est la nuance entre représenter et se présenter. L'image présente quelque chose qui est différent de la chose. L'image, pour Jean-Luc Nancy, n'est pas à considérer comme étant une représentation de la chose. L'image présente autre chose de la chose, présente autrement la chose, parce que la chose n'est pas là. L'image donne une présence différée de la chose, parce que ce n'est pas la chose, parce que l'image n'est pas ressemblante à la chose, elle donne autre chose. Donc, l'imagination pour Jean-Luc Nancy ne constitue pas à représenter quelque chose, c'est pas ça. Solliciter notre imaginaire, c'est créer une autre manière de se présenter. Il dit encore, l'image n'est pas l'image de ceci ou de cela, mais elle image ceci ou cela. Elle en présente l'absence. Et dans le travail qu'il commentait d'Anne Immelé, Vire, l'ensemble des photos qui constituaient ces grandes séries qui étaient consacrées à la lumière, ce qu'il avait appelé dans son texte « lumière étale », c'est donc cette tension de l'image, donc cette tenue d'un écart entre l'image et la chose qui peut tantôt être franchie, donc il y a présence et il y a retrait. La particularité du questionnement, de la réflexion, puis de la traduction, de la mise en mots de Jean-Luc Nancy, c'est pas d'étudier le contenu en propre d'une peinture ou d'une photo, c'est d'abord d'être face à une image qui présente autrement une certaine dimension de la chose que la chose ne montre pas quand elle est là, simplement devant nos yeux. Bon, j'espère que vous saisissez un petit peu de cette dimension qui en même temps est tout à fait perceptible. Donc le propos artistique ne tient pas dans le fait de reproduire au plus près, à l'identique, si vous voulez, le plus imitatif possible, avec une maîtrise technique parfaite, quelque chose, ça n'a pas de sens. À ce niveau-là, pour Jean-Luc Nancy, l'image fonctionne comme présentant d'une autre manière l'unité de force de la chose, comme si l'image, en fait, dépassait l'apparence de la chose pour nous en donner une autre perception. L'image est une présence en soi par rapport à l'objet ou par rapport à l'être humain qui se trouve à côté, qui est perçu, qui est vu avec une autre dimension que celle qu'il nous livre dans sa présence immédiate, dans le fait d'être là. Ça, c'est la spécificité que relève Jean-Luc Nancy. Comme Jean-Luc Nancy, je vous disais, par certains de ses propos, on ne peut pas le rejoindre parce que des livres sont épuisés. Donc, je découvrais, il y a un dossier, il y a quelques pages qui sont consacrées justement à ce texte au fond des images, publié chez Galilée, par une certaine Marie-Pascale Huglot. Vous trouvez ce type
je dirais, de questionnement, de recherche en dossier PDF. Voilà, cet auteur du texte dit ceci: il faut noter que l'image dont parle Nancy n'est pas seulement visuelle. La seule analyse ponctuelle qu'il propose dans Au fond des images porte sur une image littéraire, dont la ressource visuelle est évidente, mais qui n'en reste pas moins le fait d'une écriture. Elle explique par ailleurs, la faculté de montrer n'est pas seulement propre à l'image, elle est aussi propre au texte, ce qui amène Nancy à s'interroger sur ce qui, entre image et texte, diffère, et plus encore sur ce qui fait image, y compris dans le texte. Question qui était aussi posée, vous en souvenez peut-être, par voilà que son nom m'échappe, par Hélène Cixous, qui s'intéressait aussi dans Pénéture sur cette particularité de dire la manière dont l'homme ou la femme de l'être va s'exprimer, la manière dont l'artiste, notamment en peinture ou en photo, va s'exprimer. Qu'a-t-il de particulier dans le fait de faire image à travers la traduction graphique et la réalité qui est posée par les mots? Donc, quand on lit ou quand on reçoit un texte lu à haute voix, on a directement une image qui se forme dans notre esprit. Quand on écoute de la musique, on peut très bien aussi avoir une image. Cette image, si vous voulez, elle peut appartenir à des sensations, elle peut appartenir à des émotions également. Donc, il y a, comme c'est noté ici, une oscillation, il y a un passage, il y a un glissement qui s'opère entre l'image et le texte. En regardant l'image, je peux la textualiser, je peux essayer de la transposer en mots, mais en lisant le texte, je l'image. Ça peut être le propre, évidemment, des auteurs que de nous faciliter par l'écriture la venue, donc l'imaginaire s'enclenche et des images naissent quand on reçoit le texte. Donc c'est une relation extrêmement intéressante entre ce qui s'exprime et la façon dont on peut le ressentir, l'éprouver. Donc cette dimension du texte et de l'image. Et l'art vient rejoindre évidemment cette dimension-là. Donc comme le livre Au fond des images n'est pas disponible, il est épuisé, j'ai découvert un autre texte pratiquement contemporain de Jean-Luc Nancy qui s'appelle Visitation, entre parenthèses, de la peinture chrétienne, publié en 2001 et Au fond des images était publié en 2003 par les éditions Galilée également. Alors, c'est un livre qui n'est pas, je dirais, très, très important. On a, je regarde ici, on a 52 pages de texte, donc ce n'est pas du tout un grand format. Il y a quelques images illustrées à l'intérieur de celui-ci. Donc Jean-Luc Nancy dit que l'art n'est pas fait pour garder une mémoire. Si l'art, en général, a un rapport avec la mémoire, c'est avec l'étrange mémoire de ce qui ne s'est jamais déposé dans un souvenir, qui n'est donc susceptible ni d'oubli, ni de mémoire, car nous ne l'avons jamais vécu, ni connu, et qui cependant ne nous quitte pas. Ce qui, sous les noms de beau, de sublime, de terrible, de gracieux, d'éclatant ou de touchant, est pour nous, et depuis si longtemps, depuis toujours peut-être, la splendeur du vrai, c'est-à-dire à la fois son éclat, son éclair, sa foudre, son évidence et son secret. Donc voilà une dimension extrêmement importante pour Jean-Luc Nancy. L'art a quelque chose à voir avec une étrange mémoire. Mais vous lisez, pas ce que, en tant qu'être humain, j'ai vécu ou j'ai connu. Cette étrange mémoire, elle relate un espace-temps qui est bien antérieur, qui est bien au-delà
de ma petite existence. Il va s'expliquer par rapport à cette notion. Il dit l'art est ce qui s'excède, donc ce qui dépasse, ce qui va au-delà de ce qui le précède ou qui va au-delà de ce qui lui succède. Alors, j'ai mis en relation avec les couleurs. Si l'art va toujours au-delà, dépasse ce qui le précède, donc l'art dépasse sa propre naissance, et l'art, quelque part, va au-delà de sa propre mort, de ce qui lui succède. Donc, pour Nancy, c'est toujours une possibilité, c'est toujours un moyen, un art de s'enfoncer en deçà, donc bien au-delà de la naissance des choses, ou de se jeter ou de se projeter au-delà de soi, donc au-delà de cette relation qui nous caractérise, si vous voulez, dans notre présent. Quelque chose qui nous ramène bien avant ou quelque chose qui nous projette bien au-delà. Dans cette relation à une temporalité particulière, Jean-Luc Nancy va employer un terme, je l'ai mis en gras, qui est immémorial. Donc, l'immémorial, dit-il, est par excellence ce qui précède la naissance, l'absent de tout souvenir vers qui remonte sans fin une mémoire infinie. Quand on parle des temps immémoriaux, vous voyez, les temps les plus anciens, du plus loin, en fait, on ne peut pas s'y situer dans le temps. C'est comme si on remontait à l'origine de l'origine. En deçà ou au-delà du mémorial, de ce qui pourrait se mémoriser, donc au-delà et en deçà de soi, du subjectivable, il dit c'est l'outre-monde, c'est la mort, et qui n'est pas en dehors du monde, qui est bien en même temps en relation avec le présent, qui est notre présent. Donc ça ne fait sens que par rapport à notre existence. Donc c'est un terme qui va revenir à plusieurs reprises dans le texte de Jean-Luc Nancy, le terme immémorial, donc une sorte de relation à une origine, à une expression d'un temps qui est avant la naissance, donc des éléments. On aura l'occasion de l'exprimer par rapport à la lecture qu'il va faire de l'image. Et avec cette idée de la présence de l'image qui présente un aspect particulier et que l'art a à voir avec l'immémorial, Jean-Luc Nancy donc fait le choix justement de partir de cette peinture que je vous soumettais au regard, pour laquelle vous avez partagé certaines de vos observations. Voilà, pour l'identifier. Donc, il s'agit d'une œuvre réalisée par l'artiste italien Pontormo, donc Jacopo da Pontormo. C'est un artiste, pour le propos pur de l'histoire de l'art, qu'on fait appartenir au maniérisme. Le maniérisme, c'est la période qui suit la première Renaissance, entre la Renaissance et l'art baroque. Le thème qu'il traite ici, c'est la visitation. Voilà, je pense qu'il y a une petite confusion par rapport à la personne qui a parlé d'annonciation. C'est plutôt la visitation, mais en même temps, très vite, vous avez mis en évidence la relation entre les deux femmes. Donc, cette dimension d'accueil, cette dimension, je relis, de tendresse, de complicité qui se traduit par les gestes. Donc, on peut y reconnaître Marie et Élisabeth, c'est vrai, sur le thème de la visitation, mais on peut aussi, dans un premier temps, considérer simplement la part humaine qui rapproche les deux femmes par rapport à une attitude beaucoup plus immobile, c'est vrai, beaucoup plus figée des deux qui se trouvent à l'arrière.
Faut-il que le titre qui est donné à ce tableau est bien la Visitation. C'est une peinture sur bois de 2,2 m sur 1,56 m. Ça veut dire que quand on regarde la manière dont est structuré l'espace, les personnages occupent pratiquement toute la hauteur du tableau, sont pratiquement en fait traduits, représentés grandeur nature. Échelle humaine. Cette peinture est datée de 1528-1530 et se trouve dans l'église Saint-Michel et François de Carmignano. En fait, elle est connue comme étant la Visitation de Carmignano. On se trouve à Florence. Donc, vous la voyez là dans son cadre de bois. Donc, j'y reviens. Il est très difficile, si vous cherchez des représentations donc sur Internet ou dans les livres de cette image, on peut être face, vous voyez, à des transpositions colorées très différentes. Donc, tantôt avec justement une présence encore plus contrastée des couleurs, que l'on dit parfois un peu vive et acidulée. Voilà, je fais le choix de l'image de droite, celle que je vous avais montrée par rapport à celle de gauche, mais là, c'est toute la difficulté par rapport aussi au type d'éclairage et de prise de vue photographique du tableau. Donc, cette scène de la Visitation, dit Jean-Luc Nancy, a suscité beaucoup d'intérêt chez les peintres. À travers beaucoup de siècles, cette scène de la Visitation fait l'objet d'une recherche artistique. Donc, depuis, il y a beaucoup de représentations dans le Moyen-Âge, dans les enluminures. On chemine à travers la Renaissance et donc même au-delà, ici à l'époque maniériste et encore plus tard. C'est un peu comme l'Annonciation également, mais il opère un peu une distinction, justement. Et dit la scène de la Visitation, c'est une scène de piété, une scène donc plutôt de dévotion, on pourrait dire de ferveur, plus que de théologie, donc plus que se rapportant à un propos justement lié par exemple à un texte, commentaire à caractère religieux, biblique. Il parle d'une scène d'émotion. Donc quand vous avez justement décrit, je pense que vous avez perçu cette force de l'émotion, cette dimension humaine très présente entre ces femmes, l'effet de surprise, fait d'étrangeté aussi. Alors que si on est dans la traduction de l'Annonciation de la Nativité, il reconnaît qu'on est face à des propos donc plus canoniques, plus dogmatiques, qui traduiraient, qui transmettraient davantage un contenu à caractère théologique. La scène de la Visitation, continue-t-il, donc particulièrement avec ce sujet, dans l'idée de l'immémorial, il dit c'est une scène qui est de l'avant la naissance. Je remets les tirets, comme c'est écrit dans son texte, de l'avant la naissance. Donc scène avant, qui parle d'avant la mise au monde. Si on parle de Marie et Élisabeth, elles ont chacune un enfant dans leur ventre. Donc cette visitation est l'expression même de l'avant la naissance, avant de la naissance, dit-il, et utilisant le mot avant, qui est en fait le nom donné à la période dans l'Église romaine, donc la période de l'avant, la période qui précède la naissance du Christ, ou bien naissance de la naissance, naissance à la naissance même. La légende chrétienne a donc recueilli une figuration dans la scène dite de la Visitation, parlant de l'avant la naissance, qui pour Nancy est la provenance à coup sûr de l'immémorial. Donc, par le choix du thème de la Visitation, Nancy peut déployer cette notion de l'immémorial. Cette Visitation de Pontormo, cette présence particulière de l'image déployée par Pontormo, pour Jean-Luc Nancy, est directement à mettre en relation avec cette notion de l'immémorial. Donc ça, il va le déployer à l'intérieur du contenu de son texte. Donc l'immémorial
ce qui fait que quelque chose en même temps est partagé par chacun de nous, mais est au-delà, donc avant notre venue, avant notre naissance, et en même temps fait lien aussi avec ce qui est après nous. Donc ça peut être particulier. On pourrait utiliser un autre terme. Hein. Jean-Luc Nancy est dans une relation sacrée quand il parle comme ça. C'est-à-dire que cette image, elle est la présence étonnante de la chose. C'est un moment qui va retenir notre regard, qui va nous interroger, qui va nous permettre de nous sentir en relation avec justement une dimension qui est bien au-delà de nous, c'est-à-dire des limites de notre existence. Et là, je ne parle pas du tout d'une dimension religieuse, hein. Je ne parle pas d'une lecture qui rejoindrait une croyance. C'est le fait, donc dans le sens sacré, que nous soyons face à une beauté, face à un étonnement qui nous dépasse et qui nous permet d'être en contact avec ce qui est bien au-delà de nous, dans le sens de ce qui nous précède et dans le sens de ce qui se continuera, immémorial. Et face au tableau, j'ai rassemblé quelques propos que Jean-Luc Nancy développe, description si vous voulez. Donc, il précise, alors qu'on peut ne pas le retenir immédiatement, qu'on est bien dans une scène qui est en relation avec un évangile, si vous voulez, avec une proposition de texte. Donc, il dit, Marie, que vous avez sur l'image, donc, à l'avant-plan des deux femmes, celle qui se trouve à gauche, que certains d'entre vous ont relevé, comme étant le rapport aussi de la jeunesse et de la vieillesse. Donc, Marie est la personne avec le visage le plus jeune. Marie, après avoir reçu l'ange de l'Annonciation, donc l'Annonciation précède la visitation, apprend que sa cousine Élisabeth, donc Élisabeth est la personne à l'avant-plan que vous avez à droite, avec le visage un peu plus âgé, donc sa cousine Élisabeth connaît elle aussi une grossesse. Donc les deux femmes, la jeune et la vieille, sont toutes deux enceintes, alors que Élisabeth a un âge extrêmement avancé et qu'elle n'espérait, enfin, c'était presque inimaginable d'espérer qu'elle puisse se retrouver enceinte. Et elle en est déjà au 6e mois. Donc Marie vient lui rendre visite. Donc, quand vous avez parlé de femmes qui se rencontrent, de présence extrêmement forte entre les deux femmes, accueil et tendresse, complicité, c'est exactement ça, d'un point de vue humain, que l'on pressent dans l'image, j'allais dire presque émotionnellement. Jean-Luc Nancy de dire visitation vient du terme latin visitatio, qui veut pas simplement dire rendre visite à quelqu'un, mais c'est une démarche pour faire éprouver quelque chose. Et ici, le mot peut signifier ce qui est dû à une visite de Dieu. Si vous voulez, il y a une intervention d'une dimension de l'esprit divin dans les corps, dans la chair. L'enfant que porte Élisabeth, Jean-Baptiste, est celui qui sera prophète, qui sera le précurseur, révélant la venue du Sauveur du monde. Et dans le texte de l'Évangile, on dit Jean-Baptiste, du ventre de sa mère, donc Élisabeth, a tressailli sous la voix donc, de Marie, qui est elle enceinte de l'Esprit. Donc Jean-Luc Nancy relève que cette scène ici se ressent d'une manière extrêmement spirituelle. Parce qu'il dit l'essentiel est dérobé aux yeux. L'essentiel passe par les voix, mais les voix qui font sursauter et tressaillir l'intime, tressaillir dans le ventre. Donc ce qui n'est pas encore né, ce qui n'apparaît pas encore, ce qui n'est pas encore dans le visible. Donc ça, c'est assez précis ce qu'il relève, mais extrêmement important.
la vibration, ce qui se produit dans cette image et en quoi sa présence est forte, est complètement dérobée à nos yeux, puisque ça se passe à l'intérieur des ventres, au niveau des fœtus, qui ne sont pas encore nés, qui ne sont pas encore là, présents au monde, donc ils sont invisibles. Il dit ce qui se passe est un éclair de l'esprit entre les deux présences, mais qui en même temps sont absentes. Les deux vies, elles sont en retrait de l'existence. Elles sont à l'intérieur des ventres, ils sont eux-mêmes enveloppés par les différents drapés de couleurs assez vives. C'est ça qui relève de l'immémorial et qui touche le fait que ça soit dans le ventre d'une femme stérile, Élisabeth, et dans le ventre d'une vierge, qui est Marie. Donc Jean-Luc Nancy parle d'un défi incroyable pour la peinture, quelque part d'un défi au visible, comme il dit. Le peintre va aller droit au mystère, le peintre va s'installer, va se planter à l'intérieur même du mystère. Alors, il continue sa lecture et il relève aussi des éléments que vous avez mis en évidence. Il dit en page 14, ce que l'on reçoit d'abord, c'est une claque de couleurs contrastées, vibrantes, toutes décalées à la manière si forte de Pontormo. Il les dit acidifiées ou diluées dans des plages de lumière, venant d'on ne sait où, mais certainement pas du décor sombre et froid où s'enlève ce tourbillon de teintes, cette agitation d'étoffes plissées et ployées. Il relève une tache de lumière sur le ventre d'Élisabeth, dont elle jaunit le vert tendre. Et c'est là que l'enfant tressaille. Il dit « Tout est mouvement dans cette convolution, dans ce remous de tissu parcouru de failles, de sinuosité, de gonflement, où il se soulève, il s'élève plus qu'il ne tombe, comme par un vent immobilisé, un air qui allège, qui élargit les deux ventres gravides entre lesquels et dans lesquels souffle l'esprit. Toute une gravité se suspend. » Donc c'est vrai que c'est très, très particulier d'observer la richesse des courbes, leur sinuosité. Comme quelqu'un l'a dit, il y a un aspect très dansant, on pourrait même dire très musical, par la position de ces femmes. L'ensemble des plis vient rejoindre la souplesse aussi des tissus au niveau des coiffes, au niveau des cheveux, les pieds à peine posés, qui leur donnent une certaine agilité, et les positions, surtout des deux femmes à l'avant, qui donnent l'impression de tournoyer à l'intérieur donc, de cet espace urbain, mais effectivement très sobre. Ce qu'on devine à peine, c'est que Marie-Élisabeth porte un petit nimbe, donc on a un petit halo divin au-dessus de leur tête, mais c'est plus le caractère humain qui est ressenti dans l'approche que nous avons de cette image. Alors, il continue la description, Jean-Luc Nancy, et voilà, je vais vous lire ce qu'il évoque, parce qu'il parle, donc le contact, l'échange. Vous avez relevé l'importance des regards, la position des gestes et des mains, respectivement sur l'épaule et sous le coude de Marie. Alors, il parle aussi du contact que l'on peut voir au niveau des ventres des deux femmes. Il dit « Ces ventres se touchent sans se toucher. Les courbes soulignées de l'un et de l'autre resteraient légèrement écartées entre les deux nuances de vert si un pan de l'étoffe qui voile la tête d'Élisabeth, donc si vous descendez, vous passez par la hauteur de la main de Marie, vous glissez le long de son poignet, vous tombez sous le coude d'Élisabeth, et là juste, vous avez pratiquement dans la partie d'ombre
Donc, si un pan de l'étoffe qui voile la tête d'Élisabeth ne faisait contact en un point véritablement calculé, comme celui d'une tangence, comme le calcul infinitésimal d'un passage à la limite. De ce point vers le haut, sous la barre du bras d'Élisabeth, se dessine un triangle, dont l'orange sombre du manteau au centre du tableau. Donc, je ne sais pas si vous voyez mon curseur. En fait, voilà. Donc, sous le cou d'Élisabeth, vous avez la fin donc, du voile qui lui recouvre la tête, qui vient donc se positionner, faire contact avec la limite de l'arrondi du ventre de Marie. Et juste là, se dessine un triangle orangé. C'est de cela dont parle Nancy. Ce triangle s'évase plus haut par l'étagement des lignes pliées des bras et la disposition des trois têtes. Donc, quand vous agrandissez ce triangle rouge, ce triangle orangé, donc vous tracez, il englobe la tête de Marie, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, de l'autre côté, par le cou d'Élisabeth, il englobe la tête d'Élisabeth, mais un peu plus loin, tout à fait derrière, se trouve donc le visage, un troisième visage, apparaissant entre les deux. Donc, ce que certains d'entre vous ont nommé ces deux femmes beaucoup plus figées, qui en même temps regardent à l'extérieur, donc nous fixent en quelque sorte. Nous voyons Marie et Élisabeth de profil, et les deux personnes qui sont derrière nous font face. Donc Nancy continue en disant ce système ternaire, donc ce système composé de trois éléments, Marie, Élisabeth et cette troisième femme, aussi trinitaire, donc la Trinité, le Fils, le Père, l'Esprit, détermine un rythme entre les deux corps mobiles des mères qui s'accolent, tandis que leurs pieds au sol semblent danser, émotion, ressenti que vous avez nommé, ou sont à peine posés, et la tête immobile entre elles de la servante d'Élisabeth. Donc Nancy de dire que les deux femmes qui se trouvent à l'arrière, les deux femmes qui se trouvent à l'arrière, donc celle-ci au centre du triangle, partagent, vous voyez, une couleur très semblable par la coiffe à celle d'Élisabeth, offre un visage un peu plus sévère, un peu plus figé, mais plus âgé. Et par contre, celle qui se trouve voilà, juste là, derrière Marie, avec un vêtement plus rosé, a la coiffe et un visage beaucoup plus jeune. En fait, c'est la servante de Marie, c'est l'homologue. Je veux dire, c'est un peu l'équivalent au niveau de ces personnes qui nous font face, des deux femmes qui sont en profil. C'est en même temps un parcours de regard, dit Nancy. Ceux des deux femmes plongent l'un dans l'autre, chacune regarde au cœur de l'autre, comme dans la reconnaissance et l'émotion de ce qui étreint, et qui ne se laisse ni voir ni dire. Entre parenthèses, plus exactement, qui n'est ni à voir ni à dire, mais vers quoi on ne cesse d'aller. C'est ça l'immémorial. Je reprends cette phrase. Donc, les deux regards qui se pénètrent au niveau de Marie-Élisabeth, comme dans la reconnaissance et l'émotion de ce qui étreint, et qui ne se laisse ni voir ni dire. Plus exactement, qui n'est ni à voir ni à dire, mais vers quoi on ne cesse d'aller, c'est ça l'immémorial. Cependant, que ces deux yeux qui s'entrepénètrent, entre parenthèses, de chaque profil, on ne voit qu'un œil, comme les ventres se touchent, sont en quelque sorte repris dans ceux de la servante au centre qui soudain nous fixe, qui nous a toujours déjà fixés, comme du fond même de la scène, depuis ce fond du ciel sombre que souligne la ligne du mur dont la perspective passe par le sommet précis de la tête voilée. Contraste que vous avez relevé, profondeur qui finalement ne nous conduit pas spécialement à un endroit particulier dans la composition architecturale,
mais au contraire, nous ramène à cette fixité de ces deux femmes dont le regard nous fait face et qui, quelque part, inclut, prend à témoin, si vous voulez, le regardeur de cette scène qui est en train de se passer, de cette image qui porte une charge émotionnelle extrêmement intense, mais où tout se découvre, échappant au voir et échappant au dire. C'est ça, l'immémorial, dit justement Nancy. Alors, Nancy fait le lien, parce que inévitablement, quand vous êtes à ce niveau de lecture de la Visitation de Pontormo ou de la Visitation de Carmignano, cherchez l'illustration. Vous allez tout de suite avoir la mise en regard avec une version beaucoup plus proche de nous. Quand justement, je crois que c'est Madame Amal qui a parlé de ça, l'accueil et la tendresse, vous retrouvez donc ici, au niveau de la partie de gauche de la projection, vous voyez cette relation, cet élan d'une femme plus jeune vers une femme plus âgée, position des bras, des mains extrêmement semblables, avec cette tierce personne dont on voit le regard attentif à ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est un moment, si vous voulez, c'est une image arrêtée. En voici d'autres, d'une vidéo extrêmement célèbre de Bill Viola, donc le créateur américain, qui pour la Biennale de Venise de 1995, venant chercher appui sur la Visitation de Pontormo, a créé justement The Greeting, l'accueil. Chapeau pour l'usage du mot accueil et tendresse. Donc c'est vraiment le titre là, il a complètement détaché d'une relation à une dimension biblique, si vous voulez, d'un évangile. Donc c'est une vidéo qui n'est pas très très longue. Je pense qu'elle fait une petite vingtaine de minutes, me semble-t-il. J'ai peut-être mis, non, j'ai pas mis la durée. Et c'est vraiment un cheminement que Bill Viola établit dans cette rencontre avec cette justesse de la transmission, parce qu'on pourrait vraiment parler aussi d'une relation de transmission entre la jeune femme et la femme plus âgée. Et justement, cette notion d'une transmission qui pourrait être une transmission transgénérationnelle. Donc, on rejoint aussi là la question de l'immémorial à travers donc cette dimension qui peut affecter l'existence de tout un chacun, qui ne nous appartient pas, qui est bien au-delà et qui nous ramène à l'origine de l'humanité, à l'origine du monde. Donc cette pratique déployée par Viola, c'est pas la seule fois dans son travail où il se réfère à un tableau, c'est une proposition assez récurrente chez lui, donc des œuvres anciennes qui ont parfois un contenu religieux extrêmement important. Donc là, je pense que c'est assez évident dans la relation à la peinture. Et si on revient à Pontormo, à l'artiste italien lui-même, donc le thème de la visitation, il l'a travaillé, il l'a traduite de plusieurs manières. Donc celle que je vous montre ici précède globalement pratiquement de 12-14 ans, celle de Carmignano dont nous parlons. Donc vous pouvez voir, il s'agit d'une fresque qui est présente dans une église florentine, vous voyez, de grand format également, presque 4 mètres de haut sur 3,37 mètres de large. Donc c'est peint dans le cadre de tout un cycle décoratif. Ce sont des scènes qui concernent la vie de la Vierge. Donc, en approchant l'image, donc par rapport au cadre architectural dans lequel se retrouvent les personnages, donc vous avez au centre de la composition, sur le 4e escalier, vous voyez Élisabeth, elle est agenouillée, elle fait face à Marie, donc qui est un escalier plus haut. Vous voyez la position de ces deux mères
n'est pas similaire à celle de la Visitation donc, de Carmignano. Et quelque part, nous invitant à les regarder, on a la présence donc, de l'enfant et de cette femme assise donc, qui viennent chercher notre position, notre regard pour les conduire vers ces deux femmes. Pourquoi évoquer cette visitation? Parce que justement, Nancy dit que les ventres qui se touchent, qui sont extrêmement forts dans l'image de Carmignano, ces ventres se touchent dans une intention symbolique, mais ce n'est pas toujours le modèle qui est employé pour traduire la visitation. Donc, certains adoptent le mode de l'embrassade, le mode du serrement des mains à distance, celui d'être agenouillé, comme on peut le voir ici. Donc, Pontormo a fait la visitation avec les deux femmes agenouillées, ou simplement le serrement des mains à distance. Et pour celle de Carmignano, là, il crée ce rapprochement. Et Jean-Luc Nancy de dire, le modèle de l'embrassement serait venu d'un glissement de sens, à partir du mot grec aspasmos, qui signifie salutation joyeuse, chaleureuse, empressée. Et donc, c'est aussi une perception que certains d'entre vous ont énoncée. On dit aussi que quand Élisabeth est agenouillée, comme c'est le cas ici, dans notre monde occidental, donc on considère sa position comme en relation avec l'attitude de la prière. C'est en même temps interprété comme elle ayant un geste de vénération, même si elle est la plus âgée, à l'égard de Marie, qui est la mère de Dieu. Quelque part, elle a un geste d'adoration pour le Fils de Dieu qui est dans le ventre de Marie. Donc ça, ce sont des lectures à connotation, si vous voulez, plus symboliques dans le monde occidental. Et Jean-Luc Nancy dit que, en revenant donc à ceci, ce traitement, vous voyez, très différent d'isoler Marie et Élisabeth, de créer ce regroupement de 4 personnes, ce qui est très très différent de ceci, qui s'inscrit davantage dans les propositions de l'époque. Donc, cette composition particulière de la Visitation de Carmignano proviendrait voilà, d'une gravure déployée par Albrecht Dürer sur le thème de 4 sorcières, donc gravure de 1497 qui fait partie des collections du Petit Palais de la ville de Paris. Donc vous avez le monogramme de Dürer en bas, AD, et vous voyez ces 4 femmes. C'est curieux parce que même au niveau de la coiffure de Marie, il y a quelque chose de très similaire à cette femme que nous voyons de dos chez Dürer, hein, cette position qui nous montre les ventres, la nudité de ces femmes, et où Dürer lui-même aurait repris, aurait déployé ce thème gravé voilà, de cette autre gravure, l'année précédente, en relation donc avec le bain de femmes. Donc, il aurait simplifié, si vous voulez, ce thème-là. Donc, je vous mets dans l'ordre. Donc, bain de femmes en 1496, duquel seraient extraites ces 4 femmes l'année suivante, en 497, qu'on appelle les 4 sorcières, et qui serait le point de départ pour la création extraordinairement nouvelle que met en œuvre Pontormo pour cette visitation de Carmignano. Donc, c'est tout à fait étonnant. Évidemment, chez Dürer, on est dans un travail en noir et blanc. Pontormo va venir y déployer ce travail qui le caractérise, l'audace, je dirais, du jeu des plis, du gonflement des tissus, cette dynamique à travers ces couleurs extraordinaires qui sont montrées là, que la fresque contient différemment la visitation de 1516. Alors, Jean-Luc Nancy, de préciser aussi, donc ce thème de la visitation n'est pas que présent dans le monde occidental, mais est aussi déployé dans toute la chrétienté orientale. Je prends l'exemple, en restant dans le domaine de la fresque ici, d'un détail d'une visitation
qui appartient à une église de Chypre. Donc, dans les traditions venues d'Orient, on peut découvrir, vous voyez, Marie et Élisabeth, qui pareillement se rejoignent voilà, à travers les gestes, donc bras et mains, sont très proches l'une de l'autre, et à l'intérieur de leur ventre, on peut voir les deux enfants, donc qui vont se saluer, l'un étant dans la position presque de salutation, Jean-Baptiste par rapport au Christ. Cette image est aussi le point de départ d'une étude, une thèse de doctorat, qui a été proposée par Anne-Marie Velu, donc une chercheuse belge, bruxelloise, qui a défendu sa thèse à Paris, et qui est justement partie de cette image qu'elle a découverte, passionnée aussi par l'art d'Orient et les icônes, et elle a collecté énormément de représentations de la visitation. Son livre s'appelle d'ailleurs La Visitation, et elle a pu établir, à force de recherche, qu'on retrouve aussi par exemple, dans le monde allemand, dans certaines enluminures, la présence des enfants dans les ventres de leur mère. Donc, cette composante, si vous voulez, qui peut être assez étonnante, s'est répandue même dans le monde occidental. Et voilà, ce n'est pas nécessairement connu de chacun de nous. Donc, ce n'est pas cet aspect-là, si vous voulez, ce n'est pas ce contenu à caractère extrêmement religieux que Pontormo va présenter dans son image, puisqu'au contraire, c'est l'aspect, je dirais, humain et sacré qui va l'emporter dans la proposition qu'il met en œuvre. Alors, il dit encore, Jean-Luc Nancy, là en vous remettant en détail la lecture donc, des 4 femmes de la Visitation, il dit aussi un des enjeux de cette peinture est de déranger donc l'ordre perspectif, de mettre en boucle, de le barbouiller. Ce que vous voyez quand on se rapproche, on est vraiment confronté aux regards qui s'échangent et à la fixité des regards des 2 autres femmes, et finalement il n'y a pas beaucoup d'intérêt, si ce n'est peut-être d'être dans un caractère concret au-delà par la ville, à découvrir finalement l'environnement. Donc, le rythme va se déporter, dit-il, le regard est tourné vers nous, il se redouble dans celui de la servante de Marie, donc les 2 femmes qui se trouvent à l'arrière. Chacune des 2 servantes, clairement homologue à sa maîtresse par l'âge, la coiffure, les couleurs, reporte vers nous en un regard frontal qui est manifestement celui du tableau même, le regard intime, infini, poignant, par lequel les 2 mères se visitent l'une l'autre. La fixité du regard des servantes, d'autant plus remarquable que dans une esquisse, elles regardent de côté. Donc voilà l'esquisse proposée par Pontormo. Donc un dessin préparatoire. Quand vous regardez la servante de Marie, l'orientation, la position du corps ne sont pas les mêmes. La fixité du regard des servantes, d'autant plus remarquable que dans une esquisse, elles regardent de côté, cherche le nôtre et l'attend, comme il arrive souvent dans un portrait. Ce qui se cherche ainsi, ce que cherche le tableau, c'est la visitation mutuelle d'un spectateur et de la peinture. Entre guillemets, c'est un sujet de la peinture. Un qui saura voir le sujet, qui est à la fois le sujet traité et la présence enfouie dans le ventre avec sa provenance immémoriale. Que nous sachions voir l'invisible et faire l'anamnèse qui remonte avant la naissance. Donc, ce que, aux yeux de Nancy, présenterait cette image, qui ferait la particularité de la présence de cette image, du tableau, c'est d'une part le sujet de la visitation dans une version tout à fait étonnante déployée par Pontormo, le fait que nous soyons, la peinture nous visite, nous sommes dans une visitation en tant que spectateurs de la peinture, mais aussi parce que dans notre regard,
va s'éveiller, va se ressentir cette présence enfouie dans le vent, donc ce qui ne se voit pas, ce qui ne s'entend pas, qui a une provenance immémoriale, qui vient donc nous rattacher à ces temps les plus anciens. La peinture offre cette présence particulière de ce qui est absent, de ce qui ne se voit pas, de ce qui ne s'entend pas. Donc, voilà pour une première partie d'approche. Je continuerai la fois prochaine par rapport à d'autres éléments que relève Jean-Luc Nancy, attachés à cette conception d'être face à la réalité particulière qu'offre l'image en tant qu'elle présente une dimension qui est différente d'une chose autre. Donc,